Bonsoir. Ah, attends, je suis en train de voir en plus. Est-ce que vous m'entendez au fond? Non, là c'est le bon volume. Jusqu'au bout. Bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue chez La Fourchette. Avec Jean, on va se présenter rapidement et ensuite on va vous parler véritablement de ce qu'on a appris avec l'implémentation d'un nouveau search sur nos applications natives. Et c'est un sujet, je pense, qui va en intéresser plus d'un d'entre vous, puisque de toute manière, allez, 80% des apps qui sont sur les stores aujourd'hui incluent des fonctionnalités de recherche, si j'enlève tous les jeux. Donc a priori, c'est un sujet qui devrait trouver de l'écho chez vous. Salut, moi je m'appelle Jean, ça fait 1 an que je suis chez La Fourchette. Avant, je bossais chez Mythic et je m'occupe des apps natives ici. Moi je m'appelle Tanguy, avec le casque là. Je m'appelle Tanguy, ça fait 2 ans que je suis chez La Fourchette. Avant j'ai travaillé 2 ans pareil chez Vente Privée. Et je m'occupe tout particulièrement de l'équipe de la feature search. Coucou l'équipe. De la feature search chez La Fourchette. Donc c'est le moteur de recherche, les listes de résultats, les rankings de classement, etc., etc. Juste un rappel rapide, mais Antea l'a fait tout à l'heure, de ce que c'est que La Fourchette aujourd'hui. En fait, notre promesse, elle est relativement simple. C'est de trouver un restaurant, ou une sélection de restaurants, qui va convenir à toutes les expériences qu'on peut avoir envie d'avoir au restaurant. Y aller avec sa grand-mère pour ses 90 ans, avec sa copine pour la première rendez-vous, enfin sa future copine, et peut-être, hein, voilà, ou tout simplement pour un repas de famille. Et donc c'est une action, c'est quelque chose qui se fait de nos utilisateurs vers les restaurants, et des restaurants vers les utilisateurs, c'est peut-être moins connu, parce qu'il y a aussi le logiciel de La Fourchette qui est installé chez les restaurateurs, qui leur permet de gérer leur salle, de gérer leur flux, etc. etc. Ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est le search et le mobile. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question maintenant? Ça fait 10 ans que l'iPhone a été lancé, 8 à 9 ans qu'on développe des applications, et le search, ça n'a pas énormément changé. C'est une barre de recherche en haut d'un écran. Ça, c'est la première version de l'application Facebook. Ça, c'est un screenshot de cet après-midi. Pas grand-chose à changer. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est maintenant qu'on se pose cette question? Parce qu'en fait, en presque 10 ans, la façon dont on recherche des applications a énormément changé et elle va surtout beaucoup changer dans les années à venir. Le modèle traditionnel dans lequel vos utilisateurs vont aller sur le store, chercher le nom d'une application ou un mot, choisir une application, la télécharger, la lancer, aller dans le moteur de recherche et arriver au contenu, c'est un modèle qui est dépassé. Donc, vous devez décloisonner votre application et on va essayer de vous expliquer comment chez La Fourchette, c'est un mouvement qu'on essaye d'accompagner et quels sont les risques associés. Donc pourquoi c'est important de décloisonner votre application et son contenu? Parce que le modèle actuel est obsolète. Donc vous allez sur le store, il y a au moins 4 étapes. Ensuite vous téléchargez l'application, vous la lancez. Vous avez toute la séquence d'onboarding, on en a tous un, ça c'est du dogfooding, hein, c'est notre propre application. Et encore, j'ai enlevé quelques écrans, vous avez les permissions, vous arrivez enfin sur une homepage. Vous cliquez sur le champ de recherche, vous avez de l'autocomplétion. Là chez nous on demande quand est-ce que l'utilisateur veut déjeuner ou dîner. Il les sélectionne, il arrive sur une liste de restaurants, il choisit un restaurant, super. Il arrive sur un restaurant, il n'a encore pas booké. Vous voyez le nombre d'étapes qu'il y a. La deuxième raison pour laquelle c'est important de s'ouvrir à d'autres plateformes, c'est que vos utilisateurs, ils sont ailleurs. Sur Facebook, il y a 2 milliards d'utilisateurs, Messenger 1.3, sur WhatsApp, un peu plus d'1 milliard, sur Snapchat 0.5. Vos utilisateurs, ils sont sur d'autres plateformes et ils font des recherches sur ces plateformes. Donc il faut que votre contenu il soit accessible. Qu'est-ce que ça veut dire décloisonner votre application pour l'ouvrir à la recherche sur d'autres plateformes? C'est 4 choses. La première, c'est ouvrir votre application au monde des URL. Donc un accès direct, quelque chose qui fonctionne depuis des années sur le web. La deuxième chose, c'est s'ouvrir à l'OS. La troisième, c'est ouvrir votre contenu aux autres applications que la vôtre. Et la quatrième, c'est aux autres plateformes. Donc on va passer sur chacun de ces points avec quelques exemples de La Fourchette et d'ailleurs.
S'ouvrir aux URL. La première façon de s'ouvrir aux URL, c'est les Universal Links. Je ne vais pas vous faire l'affront de passer trop longtemps là-dessus. Ça existe depuis 2015 ou 2016. Même si chez La Fourchette, c'est pas super ancien. Ce que ça permet, donc, c'est de lancer directement votre application si elle est installée sans passer par le mobile web. Et ce que ça implique, c'est que vous allez mapper dans votre application toutes les URL que vous voulez ouvrir avec votre application et dire tel domaine c'est chez moi, tel ID ça veut dire que c'est tel tag, etc. pour ouvrir la bonne page. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire? La première raison, c'est que vous rendez votre app utile. Quelqu'un qui a téléchargé votre application, si elle ne s'ouvre pas quand il clique sur un résultat de recherche, ça n'a pas grand intérêt, et vous créez un réflexe. Chez La Fourchette, on a 10% de nos utilisateurs qui ont téléchargé l'application, et puis qui ensuite vont lancer une recherche de restaurant sur Google. Donc ce qu'on fait avec les Universal Links, c'est qu'on rappelle à l'utilisateur que l'application existe, et on crée de la rétention comme ça. Un deuxième moyen, c'est les Instant Apps. Les Instant Apps, c'est une solution qui a été lancée par Google cet été à Google I/O. Et le principe, c'est que vous allez offrir une partie de votre application directement sur le téléphone sans passer par la case d'installation. Donc là, en termes de ouverture de votre application, ouverture du modèle, c'est énorme. On ne passe plus du tout par le store. Et tout utilisateur qui a un téléphone Android, c'est à partir de Lollipop, donc c'est des téléphones qui ont été lancés en 2015, donc c'est un parc très important qui est visible. Tous ces utilisateurs, sans connaître La Fourchette, sans aller sur le store et sans télécharger l'application, ils vont accéder à une expérience native de votre application. Donc en gros, vous refactorez le code dans votre application, vous prenez une partie de l'APK, vous l'uploadez sur le store en même temps que votre APK classique, et vous dites telle URL, c'est elle qui va me lancer l'Instant App. Donc comme on l'a fait chez La Fourchette, comme on a choisi le use case, la partie qui est super importante pour nous, c'est le booking, c'est la réservation. C'est la partie qui est la plus développée, sur laquelle on a le plus travaillé, et qui est la meilleure sur les applications natives. Et ça, on l'a branché sur la source de trafic qui est la plus grosse chez nous, c'est Google. Donc comment ça se passe? Quand vous recherchez un nom de restaurant sur Google, vous avez ce qu'on appelle le Knowledge Panel, donc c'est Google qui vous dit ce restaurant je le connais, voici ses photos, son menu, etc. Il y a un bouton qui dit réserver depuis La Fourchette. Quand l'utilisateur clique sur ce bouton, vous avez un petit splash screen qui dure à peine une seconde, on télécharge le bout de l'application sur le téléphone de l'utilisateur et il peut booker avec une expérience native. Ça change beaucoup de choses sur la façon dont vous concevez votre user flow, parce qu'aujourd'hui sur l'application La Fourchette, 80% des utilisateurs, j'imagine que c'est la même chose pour vous, ils arrivent sur une page d'accueil, et puis ensuite il y a un champ de recherche, ils font une recherche, ils arrivent sur une liste, et puis ils arrivent sur un produit, et puis ils achètent. Donc vous contrôlez parfaitement ce qui se passe pour l'utilisateur et quelles sont les étapes par lesquelles il va passer, vous en êtes sûr. À partir du moment où vous dites que tout le trafic web, vous pouvez l'emmener directement sur une petite partie de votre application, ça change la façon dont vous concevez votre UX. Par exemple, si demain on fait une Instant App avec la liste des résultats. Donc je tape les Italiens à Paris sur Google, je clique sur Italien Paris, et là j'ai une application, une liste de résultats qui apparaît. Contrairement à mon application La Fourchette aujourd'hui, je vais devoir demander à l'utilisateur pourquoi est-ce qu'il veut réserver, pour combien de personnes, à quelle heure, etc. Ce que je pouvais faire facilement avec mon app actuelle, je savais par où il passait et je savais quand il affichait l'écran. Là, mes user flow classiques sont complètement chamboulés. Ce n'est pas des questions très nouvelles. Tanguy se les pose depuis longtemps sur le web et le mobile web. Ma collègue qui s'occupe du web se les pose aussi, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour les applications. Un deuxième moyen de décloisonner votre application, c'est de s'ouvrir à l'OS. Pourquoi est-ce que c'est important de s'ouvrir à l'OS? Parce qu'en fait, les OS, ce n'est pas des plateformes qui sont neutres. Les sites web, sur Internet, c'était des services qui ne targetaient pas les Mac ou qui ne targetaient pas les PC. C'est des services qui sont accessibles depuis n'importe quelle machine à partir du moment où elle a un navigateur. Et Firefox, IE et Chrome n'ont jamais fait d'argent en promouvant tel ou tel service plutôt qu'un autre. C'est complètement l'inverse pour les OS. Les OS, ils choisissent qui va arriver sur la plateforme, donc qui peut être sur le store et être téléchargé, et ils vont même choisir ensuite qui est plus mis en avant dans l'OS qu'un autre. Donc vous avez tout intérêt à jouer leur jeu. Si on prend l'exemple d'iOS, il y a 23 moyens différents, 23 extensions possibles qui vous permettent de prendre votre contenu
et de le rendre disponible quelque part dans l'OS sans que l'utilisateur ouvre l'application. Donc ça peut être depuis le centre de notification, depuis iMessage, depuis Spotlight, depuis Quick Look, etc. Depuis le keyboard. On va s'arrêter sur un cas, avec Core Spotlight sur iOS ou avec Firebase App Indexing, vous pouvez dire à l'OS, voilà les parties de mon application que j'aimerais bien que tu remontes ailleurs dans l'OS. Donc nous par exemple on l'a fait sur tous les restaurants que l'utilisateur a vus ou sur toutes ses réservations. Et je vous disais tout à l'heure que le modèle du téléphone avec une liste d'applications qui sont des univers, des destinations dédiées, c'est un modèle qui est en train de disparaître progressivement. Voilà, Spotlight, ça sert à ça. Vous connaissez les applications qui sont sur votre première page d'accueil. Toutes celles qui sont sur les 4 autres, vous ne savez pas trop, donc il y a beaucoup de chances que vous les lanciez via Spotlight. Et on se rend compte que les utilisateurs, depuis Spotlight, ils ne tapent pas nécessairement le nom d'une application, mais ils tapent aussi quelque chose qu'ils cherchent, typiquement des restaurants. Et donc si vous avez déclaré que vos restaurants sont indexables, eh bien, vous remontez en première position, sinon c'est votre concurrent qui le fera. CityMapper le fait bien aussi avec vos trajets favoris. Et c'est encore plus vrai avec Safari. Si sur Safari, je tape le nom d'un artiste, je vais avoir des résultats d'autocomplétion qui apparaissent, mais surtout j'ai une espèce d'énorme case avec une image et des contenus riches qui apparaît au-dessus de l'autocomplétion et en dessous de mon champ de recherche. Celui qui a réussi à se positionner là c'est ticketac.com, vous imaginez bien qu'il a tout gagné. Donc les OS ne sont pas des plateformes neutres, mais on a aussi des applications qui deviennent elles-mêmes des plateformes à elles-mêmes. Et notre usage des applications, il a tendance plutôt que de se morceler à se concentrer sur certaines applications de 3 types, les applications de messaging, les applications de map et les applications de réseaux sociaux. Apple Maps a un avantage, c'est pas la qualité de son service, puisque Google Maps est meilleur, mais c'est qu'il est préinstallé sur tous les devices. Et c'est ça qui explique que le trafic sur Apple Maps est 2 fois plus important que sur Google Maps. En utilisant SiriKit, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un moyen de proposer de la réservation de restaurants au sein d'Apple Maps, on a pu ajouter, vous le verrez tout à l'heure, un bouton sur tous les restaurants qui sont réservés depuis la fourchette. Il est ici, donc je vais chercher un nom de restaurant. Ok, restaurant. Je tape sur restaurant proximité, là j'ai une liste de restos. Et quand je choisis un restaurant, j'ai un bouton réservation à la fourchette. Ce bouton il est présent sur tous les restaurants qui sont réservables chez nous, même si l'application n'est pas installée. Donc vous imaginez l'intérêt que ça présente en termes de génération d'app download. L'utilisateur qui clique là-dessus, qui veut réserver, il est redirigé vers le store, il télécharge l'application à la fourchette. Et ensuite, une fois qu'il a l'appli installée, il peut faire la réservation directement depuis Apple Maps. Donc ça nous génère des installs supplémentaires et des bookings supplémentaires. Par contre, on commence à percevoir une limite, c'est que on peut faire une réservation de restaurant sans même avoir une seule fois lancé l'application à la fourchette. Un autre exemple de plateforme app, c'est Snapchat. Nos amis TripAdvisor sont intégrés dans une feature qui a été lancée la semaine dernière par Snapchat, qui s'appelle Context Card. Et en gros, dès que vous avez un snap qui est géolocalisé, voilà, vous avez une carte qui apparaît en dessous avec des informations sur ce lieu. Et donc les partenaires qui se sont intégrés à ces Context Cards, il y a Resi, OpenTable, il y a TripAdvisor, Michelin je crois aussi. Les gens qui sont intégrés là-dessus, encore une fois, c'est ceux qui ont gagné par rapport à leurs concurrents, parce qu'ils proposent leur service sans installation de l'application, et en plus à une cible moins de 25 qui est extrêmement dure à acquérir en termes d'installation de l'application. Un autre bon exemple, c'est Facebook Messenger, avec les bots. On en parle depuis quelques années. Quand on pense à un bot, on a tendance à penser à une chose qui est en fait assez fausse. C'est qu'un bot, ça va être un assistant auquel vous allez parler et qui va vous répondre comme quelqu'un d'humain. Parce qu'on se dit, les bots, c'est la matérialisation naturelle du boom de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle nous permet de parler à quelqu'un. L'intelligence artificielle, c'est cruncher une grande quantité de data pour avoir quelqu'un qui va nous parler comme un humain. Et du coup, ne pas avoir à construire les use cases qui disent si je dis ça, tu dis ça, si je dis ça, tu dis ça.
Pourtant, c'est exactement ce qui se passe sur tous les bots. La façon dont vous le concevez, c'est vous dites l'utilisateur, il doit me dire quelque chose qui ressemble à ça, et dans ce cas-là, je dois lui dire ça, et s'il me dit ça, je dis ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement manuel. Et donc si vous essayez de construire un user flow qui est complexe, si vous essayez de construire quelqu'un à qui vous allez parler, eh ben, vous êtes sûr que l'utilisateur, il va tomber dans une dead end à un moment. Donc les bots qui fonctionnent, c'est ceux qui ont des use cases extrêmement précis, et ceux qui réussissent, c'est les entreprises qui n'essaient pas de reproduire leur use case classique. Je pense à un bot c'est une agence immobilière, un réseau d'agences immobilières que j'ai testé ce matin, et en fait, leur bot, il fait une recherche d'appartements, mais avec exactement le même use case que si j'allais sur le mobile web. Et finalement, l'expérience, elle est 3 fois plus longue que si j'allais sur leur site mobile et que je choisissais avec des composants bien pensés. Est-ce que c'est un appartement, mon prix, etc. A l'inverse, des cas qui fonctionnent très bien, je pense à Mythic, c'est la création de compte. Donc ils sont concentrés sur la création de compte et ils font que ça. Et donc du coup, c'est en 3 messages, vous avez créé votre compte et surtout, vous mettez à profit la force énorme de Facebook Messenger, c'est son volume. Pas d'app install, 1,3 milliard d'utilisateurs, et donc si votre service, vous réussissez à le mettre ici, eh ben, vous gagnez du volume. Mais surtout, ne reproduisez pas votre use case classique. Chez La Fourchette, on n'est pas les meilleurs exemples, mais on essaie de le faire. Par exemple, sur la réservation de restaurant, on ne propose pas de lancer une recherche de restaurant avec les critères habituels que l'utilisateur a l'habitude de taper, mais on propose uniquement les meilleurs restaurants qui sont choisis par une équipe éditoriale de La Fourchette. Donc vous savez que si vous lancez ce bot, vous n'avez que des restaurants qui sont d'un certain niveau de qualité. C'est la même chose pour les autres plateformes de voix. Il ne faut surtout pas essayer de reproduire les use cases de votre application. Ce qui fait qu'on parle de la voix aujourd'hui, c'est que la reconnaissance de la voix a atteint un taux d'erreur qui est inférieur à 5%. Et donc on peut enfin parler à une machine qui va comprendre ce qu'on dit. Mais derrière, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Derrière, il n'y a pas un robot Star Trek qui va comprendre ce qu'on veut et ensuite générer le booking. Derrière, ça va juste remplir une case avec du texte. Donc par exemple, ce qui marcherait pour La Fourchette, c'est pas OK Google, je cherche un restaurant italien à côté de chez moi qui soit disponible demain. Trop complexe à gérer. Ce qui marcherait, c'est OK Google, annule ma dernière réservation. Il faut des choses qui soient extrêmement rapides. Ou OK Google, réserve le restaurant X et c'est tout. Donc si on prend du recul, on se rend compte qu'on a tout intérêt à décloisonner nos applications et à les rendre disponibles sur d'autres plateformes parce que c'est là que les utilisateurs vont faire des recherches et qu'on a une logique de cloisonnement-décloisonnement qui est un cycle, un espèce de yo-yo continu qu'il faut essayer d'accompagner. Avant Google, vous n'avez pas de moteur de recherche, donc vous alliez sur AOL ou sur Yahoo et vous cliquiez sur divertissement, puis cinéma, puis votre code postal, puis vous arrivez sur la programmation de votre cinéma. Google, donc c'était quelque chose de très cloisonné. Google est arrivé à décloisonner tout ça, vous pouviez arriver directement à la programmation du restaurant qui est à côté de chez vous. Et puis les apps sont arrivées, et avec le modèle de l'App Store, eh ben, ça a recloisonné tout ça. Vous êtes obligé de rentrer sur le store, choisir une catégorie, télécharger une application. Et puis aujourd'hui, les apps commencent à se décloisonner, avec les OS qui prennent du contenu et qui l'exposent dans l'OS, avec des plateformes apps qui prennent de votre contenu et qui le présentent dans leur expérience. Et donc c'est un yo-yo permanent qu'il faut savoir accompagner. Et notre stratégie chez La Fourchette, c'est d'accompagner ce mouvement, parce qu'on sait que c'est le sens de l'histoire, mais on est conscient qu'il y a un risque important. Le risque, c'est d'être des intermédiaires, c'est d'être juste pour nous un prestataire de booking et que d'autres personnes aient la relation client et une image de marque. Et que les gens aillent d'abord sur Google, d'abord sur Snapchat ou d'abord sur Facebook pour réserver un restaurant et pas chez La Fourchette. C'est un risque, mais pour ça, on a un plan, on a une stratégie. Oui, comme vient de le dire Jean, effectivement, le point qui est important à retenir, c'est qu'il y a un mouvement systémique, il y a quelque chose, les applications sont en train de s'ouvrir au monde. On peut être pour, on peut être contre, a priori on est plutôt pour, ça nous génère du trafic. En revanche, il y a une chose, c'est que plus on s'éloigne, enfin, plus l'utilisateur s'éloigne de nous, plus notre marque se dilue. C'est ce que disait Jean à l'instant, si on devient juste un prestataire de booking, finalement on devient une facilité, on a plus de mal à exposer notre marque à nos utilisateurs. Du coup, la question c'est, qu'on se pose à ce moment-là, c'est, ok, vous avez fait ce constat-là, pourquoi vous nous parlez du search maintenant? Pour 2 raisons. La première, c'est que dans toutes les apps, et là j'ai pris les principales apps du store,
la fonctionnalité de search est très souvent au centre. J'arrive sur Facebook, j'ai le moteur de recherche qui est tout en haut. Snapchat, c'est pareil. Sur YouTube, c'est une autre fonctionnalité de search, c'est jamais que la recommandation à partir de votre contexte que vous avez fait par le passé, etc. etc. Ça, c'est la première raison. Et donc, en fait, finalement, pour dire les choses simplement, et c'est cacher la fourchette notamment, la première interaction qu'a l'utilisateur avec votre app, c'est souvent le search. La deuxième chose, c'est que, en fait, l'expérience de search est probablement celle qui est la plus simple à reproduire par les plateformes tierces. Quand vous regardez les bots, très souvent, ils vous demandent de rentrer quelques critères, et derrière, ils vous génèrent une liste de résultats. Parce que finalement, vous leur avez exposé votre contenu, et pour eux, reconstruire une recherche, ça semble relativement simple. Donc aujourd'hui, la démarche qu'on a, c'est de se dire, ok, on a compris ça, on a compris qu'on était finalement exposé parce qu'on s'ouvrait. Comment on fait pour que nos utilisateurs aient toujours envie de télécharger l'app et commencer leur recherche dans l'app, plutôt que de commencer sur des applications qu'ils ont déjà installées chez eux, des Facebook, des Messenger ou directement dans leur OS, et que donc ils soient exposés véritablement à la fourchette ou à votre app, et qu'ils soient véritablement inscrits dans une démarche avec vous. Quand on a dit ça, on s'est dit ok, regardons notre recherche aujourd'hui, est-ce que les utilisateurs comprennent pourquoi notre recherche elle est mieux que celle qu'ils pourraient avoir directement en tapant dans Google la fourchette brunch ou restaurant Paris brunch, etc. Donc on a fait un premier test utilisateur, je vais juste vous montrer. Alors j'espère qu'il y a le son parce que le son rajoute beaucoup. Si je fais ça, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors excusez-moi. Voilà. Je vais mettre végétarien. Resto. Non, je suis obligée de mettre pas une adresse pour que ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nos utilisateurs, quand ils viennent sur la fourchette, le moteur de recherche, ils s'attendent à trouver le même que sur Google. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire autant de tests utilisateurs que vous voulez. La seule référence que les gens ont en tête quand ils pensent recherche, la plupart du temps, c'est Google. Et ils sont forts objectivement. Vous voyez, ce week-end, j'ai essayé de chercher un mitigeur, sauf que je ne me rappelais plus comment ça s'appelait. Donc j'ai tapé dans Google eau chaude, eau froide, robinet. Et bien le deuxième résultat, enfin, plutôt ce qui est mis en avant, c'est le mitigeur. Si j'étais allé sur un site spécialisé, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, j'ai relevé le nom. J'ai tapé la même chose, j'ai des carafes qui ressortent. C'est pas du tout ce dont j'avais envie, pardon. En fait, ce site-là, ce qu'il fait, globalement, et franchement, j'ai rien contre eux, c'est un gros CTRL F sur l'ensemble du catalogue. Ils ont regardé dans tous les titres où est-ce qu'il y avait écrit eau chaude, eau froide, et ils les ont affichés. Et ça, c'est pas ce que les utilisateurs attendent. Bon, quand j'ai dit ça, vous allez me dire, ok, bah, qu'est-ce que je fais? Je refais Google dans mon app. C'est pas non plus ça. En tout cas, c'est pas notre approche. C'est pas ce qu'on pense chez la fourchette. Pour deux raisons. Je sais pas ce que diront les gens de Goliath pour ça. Pour deux raisons. La première, c'est que si vous voulez refaire Google dans votre app, ça va vous coûter ultra cher. Il va falloir des centaines de développeurs. Il communique sur le fait qu'il y a à peu près 1000 développeurs pour travailler sur le moteur de recherche. C'est peut-être plus, je sais pas. En tout cas, ça va vous coûter très très cher et probablement que c'est pas ça. C'est pas là où vous avez envie de mettre le plus votre argent. La deuxième chose, c'est que Google, sa promesse, elle est simple, c'est d'être le meilleur moteur de recherche du monde. C'est leur value proposition, c'est ce pourquoi ils se positionnent, c'est ce pourquoi ils travaillent tous les jours. Vous, votre promesse, c'est probablement pas ça. Nous, chez La Fourchette, c'est d'offrir les meilleurs restaurants en fonction de l'occasion, en fonction du moment, en fonction de qui vous êtes. C'est sur ça qu'on a envie d'être bon. Du coup, quand on revient à ces basiques, on se dit, ok, comment je fais pour que mon expérience de search prouve à l'utilisateur à chacune des étapes, et en plus c'est les premières étapes auxquelles il va être exposé, qu'il va véritablement trouver le meilleur restaurant pour lui, maintenant, etc. etc. Donc c'est la question qu'on s'est posée. Ah, je suis pas vu. Et en fait, pour répondre à cette question, on est reparti sur les basiques, et on s'est dit, ok, la fourchette c'est ça, c'est le slide que vous a présenté en TA au début, sans avoir peut-être vu celui-là, donc ça tombe bien. C'est que c'est le meilleur choix de restaurant, une sélection de restaurants pour tous les instants. Comment on a fait pour prouver ça à l'utilisateur à chacune des étapes? Dès la home,
on lui présente une sélection de restaurants en fonction de lui, en fonction de là où il est, en fonction de l'expertise de la fourchette qui est de faire les restaurants, etc. etc. Lorsqu'il rentre dans la recherche, jusqu'à maintenant, vous pouviez taper que deux choses dans la recherche de la fourchette. Une adresse et un nom de restaurant. Donc, soit vous saviez où vous vouliez aller manger, soit vous connaissiez le restaurant dans lequel vous vouliez aller manger. Là, ce qu'on lui dit à l'utilisateur, c'est « Ok, on sait que c'est pas si simple que ça la vie. Parfois, tu as envie d'aller dans un bistrot, parfois, tu as envie d'aller manger un japonais, parfois, tu as envie d'aller à un endroit où il y a une terrasse. Dis-le nous, exprime-le nous, et derrière, on va te proposer la meilleure sélection de restaurants. » Je n'ai pas la suite des écrans parce que c'est encore en cours de travail, mais l'idée, c'est de dupliquer cette logique un peu partout. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas que la fourchette qui fait ça. Il y en a même qui l'ont fait bien avant nous. Pinterest, pour moi, est un des meilleurs exemples. Ils ont réinventé une manière de faire la recherche. C'est absolument impressionnant. Et d'ailleurs, si vous regardez en ce moment Google Images, ils sont en train de faire la même chose que Pinterest. Quand vous tapez dans le moteur de recherche, vous tapez déco, ils vont vous proposer chambre. Quand vous allez aller dans chambre, ils vont vous proposer style scandinave. Quand vous allez dans style scandinave, ils vont vous proposer échelle avec déco, etc. etc. Ce qu'ils ont réussi à reproduire dans la recherche, c'est le schéma mental que vous faites quand vous essayez de faire des associations d'idées. C'est extraordinaire. En fait, ils ont tellement bien compris la manière dont fonctionne le cerveau qu'ils ont réussi à le reproduire et à l'infuser dans leur recherche. Facebook, c'est pareil. Facebook, ils ont clairement les moyens de faire une recherche qui regarde dans tout la fourchette, oui, mais dans tout Facebook surtout, tous les endroits où il y a écrit photo, et de sortir tous les documents dans lesquels il y a écrit photo. Ce qu'ils font, c'est pas ça. Quand vous tapez photo, ils vous proposent des photos de vous, des photos que vous avez commentées, des photos que vous avez aimées, vos photos de 2017-2018. Ils sont vraiment dans cette logique de construire une infrastructure du social. C'est ce qu'ils appellent développer l'infrastructure sociale pour donner aux gens le pouvoir de construire une communauté globale. Bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, l'idée, c'est que leur search, la manière dont ils l'ont construit, est exactement le reflet de cet engagement qu'ils ont vis-à-vis des utilisateurs. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le search tel qu'on le conçoit chez La Fourchette et tel qu'on essaye de le développer aujourd'hui, c'est d'en faire un médium de la marque. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes du moteur de recherche, enfin de l'expérience de recherche, on prouve que La Fourchette, c'est la bonne personne qu'il vous faut pour choisir le restaurant. En fait, on ne veut pas juste devenir un tuyau à contenu. Il n'y a pas écrit, mais ça va pas être beaucoup, j'imagine, peut-être. Il reste unique. Très bien, j'ai presque fini. On ne veut pas juste devenir un tuyau à contenu, alimenter les Snapchat, alimenter les bots, etc., etc. Pour être crédible, il faut montrer notre expertise à toutes les étapes. Et c'est quoi la finalité? C'est que les utilisateurs continuent à télécharger notre application. C'est aussi bête que ça. Sinon, ils vont juste utiliser les moteurs de recherche, ils vont juste utiliser les bots, des choses qui sont déjà installées chez eux, et pas télécharger notre application, et on ne pourra plus leur montrer à quel point on est meilleur sur la réservation de restaurant. Pourquoi on pense que c'est possible de faire ce mouvement aux utilisateurs, d'éviter qu'ils s'en aillent et qu'ils nous échappent? Parce que Amazon, excusez du peu, c'est vrai que c'est pas n'importe qui, a réussi à faire ce mouvement-là. Et c'est assez impressionnant. En 2014, il y avait 55% des Américains qui, quand ils cherchaient un produit, commençaient leur recherche sur Google. En 2016, il y a 52% qui commencent directement sur Amazon. Ils ont réussi à faire quelque chose, un cheminement mental à leurs utilisateurs qui est de dire, si j'ai un produit, si je cherche un produit, alors je commence par Amazon. Ils ont réussi à associer une typologie de biens avec leur application et à faire comprendre à l'utilisateur que c'était mieux de commencer sur Amazon que de commencer directement sur Google. C'est exactement dans cette idée et dans cette approche qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut construire l'expérience de search in-app et pas uniquement comme un artefact technique qui vous permet de remonter des résultats en fonction d'une requête utilisateur. Je vous remercie et si vous avez des questions, on est plutôt disponible.